Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. La présentation d'aujourd'hui est à propos de l'oreille moyenne. En fait, c'est une continuation des deux présentations déjà vues. Un petit rappel de l'oreille moyenne, c'est une structure entre l'oreille externe et l'oreille interne. Elle est remplie et contient les trois ossicles, les trois osselets. Alors, le focus d'aujourd'hui est à propos de la trompe de Stache. Voici un profil, et dans ce profil, on voit la fosse crânienne antérieure, la fosse crânienne moyenne et la fosse crânienne postérieure. Au-dessous de la fosse crânienne moyenne, c'est l'oreille moyenne, et ce petit cube, il a une paroi antérieure, postérieure, un toit, une base et une partie latérale médiale. Alors, la partie antérieure, elle se prolonge pour rentrer en contact avec le nasopharynx et c'est cette expansion de l'oreille moyenne vers le nasopharynx qu'on appelle le tube de Stache. Alors, dans une vue endocrânienne, voici la fosse crânienne antérieure, la fosse crânienne postérieure, la fosse crânienne moyenne. Au sein de l'os temporal, surtout de sa partie pétreuse, figure l'oreille moyenne. Alors, ici, en rouge, c'est la cerque turcique. Alors, l'oreille moyenne, ce cube, il a un certain nombre de parois. Alors, antérieurement, vers l'avant, ce qu'on voit ici en rouge, c'est l'artère carotide, donc c'est la paroi antérieure. À l'opposé, c'est la paroi postérieure ou la paroi mastoïde. Latéralement, c'est la paroi tympanique. Et de façon médiale, c'est la paroi labyrinthique. Alors, bien sûr, il y a le toit et à la face inférieure, il existe une structure vasculaire à la base de l'oreille moyenne. Cette structure vasculaire est le foramen jugulaire. Alors, dans cette vue, c'est pour montrer que l'oreille moyenne communique avec le nasopharynx par la trompe de Stache, mais il communique aussi avec la fosse postérieure par le canal acoustique ou le canal auditif interne. Alors, ici, c'est la structure de l'oreille moyenne. Ici, c'est la structure de l'oreille interne. On voit la cochlée et les canaux semi-circulaires. Alors, voici l'oreille à l'intérieur de l'oreille. Donc, on voit ici la paroi antérieure. Ici, c'est la paroi postérieure. Ici, c'est le promontoire de la partie médiale. Ici, c'est le toit. Et ici, c'est la base. Alors, à la partie supérieure de la paroi antérieure, il y a une expansion qui se dirige vers le nasopharynx. C'est le tube de Stache. Dans cette voie de profil, on voit ce tube jaune qui est une expansion qui se dirige antérieurement vers l'avant et en bas. Alors, à l'intérieur de l'oreille moyenne, il y a le toit, la base, bien sûr, la paroi postérieure et la paroi antérieure, les osselets. Alors, on reconnaît ici l'étrier, on reconnaît le marteau et l'enclume. Alors, il existe une sorte de crochet à la paroi antérieure. Cette paroi antérieure est connectée à un muscle, et ce muscle, ça s'appelle le tenseur tympanique. Alors, ce tenseur tympanique qui est juste au-dessus de la trompe de Stache, il est connecté à ce crochet qu'on appelle le processus cochléiforme. Et il y a une extension de ce crochet par une sorte de tendon qui est relié au manche du malleus, donc du marteau. Et ce tendon, il entraîne une tension. Il entraîne une tension sur la membrane tympanique, d'où son nom de tenseur tympanique.
Alors, ce muscle tenseur tympanique, il prend origine dans un canal osseux au-dessous du sphénoïde, au-dessus de la forme de la trompe d'Eustache, et il va postérieurement il se dirige postérieurement vers un hook, vers un crochet. Ce crochet, on l'avait déjà vu, c'est le processus coléaforme, et il va donner se tendant latéralement vers le manche du malleus, et quand il se contracte, il exerce une traction sur la membrane tympanique, et si pour une raison ou une autre il y a l'environnement, il existe des sons qui ont une grande amplitude, et bien si les sons ont une grande amplitude, ce tendon se contracte et cela réduit les vibrations. Alors cette contraction, il va agir sur l'ensemble de la chaîne des ossicules, et il faut savoir que ce muscle, il est innervé par la branche mandibulaire du nerf trijumeau. À l'opposé, le muscle stapedius, lui, il est innervé par le nerf facial. Alors, ce muscle stapedius, lui aussi, cette fois-ci, il est attaché à l'étrier. Et quand il y a des vibrations excessives au niveau de l'oreille moyenne, eh ben, il y a un réflexe protecteur qui permet de protéger l'oreille interne. La contraction aussi de ce muscle, de ce muscle stapedius, elle permet, il se contracte quand la personne parle, pour éviter que la personne s'écoute elle-même. Alors, le tympan, le muscle du tenseur tympanique, il est innervé par une branche du trijumeau, alors que le muscle stapedius, lui, il est innervé par le nerf facial. On en vient au vif du sujet, à cette trompe d'Eustache qui progresse à partir de la paroi antérieure. Donc, elle va former un angle de 30 degrés en bas et un angle de 45 degrés de façon médiale. L'orientation, elle est en bas et en avant. Et elle va connecter l'oreille moyenne avec le nasopharynx. Alors, cette trompe d'Eustache, dans son tiers interne, elle est osseuse, et dans ses deux tiers externes, elle est cartilagineuse. La trompe d'Eustache mesure en moyenne 3 cm chez l'adulte. Alors, nous sommes ici en présence de l'oropharynx. Voici la langue, voici les amygdales, voici le palais tendre et l'uvula. Alors, notre trompe d'Eustache ici, elle est connectée avec deux muscles, le tenseur villi palatini et le lévateur villi palatini. Alors, ces deux nerfs sont innervés par une branche du trijumeau, la branche mandibulaire V3 du trijumeau. Alors que le salpingopharyngus, le muscle salpingopharyngus et l'amylus sont innervés par le pneumogastrique vague. Alors ici, c'est pour montrer que nous sommes ici ici c'est la selle turcique, voici l'hypophyse au-dessus. Alors, voici les angles que font la trompe d'Eustache, 30 degrés de ce côté et 45 degrés vers ce côté. Voici sa partie qui est osseuse et voici sa partie qui est cartilagineuse.
Alors, normalement, la trompe est fermée. Elle est fermée. Quand est-ce qu'elle s'ouvre? Elle s'ouvre s'il y a, lors de la mastication ou lors du bâillement. Et pourquoi? Parce que ces deux muscles, le tenseur veli palatini et le lévateur veli palatini, ce sont eux qui vont se contracter pour permettre son ouverture. Mais sinon, au repos, elle est fermée. Alors, parmi le rôle important de cette trompe de Eustache, c'est d'égaliser la pression ici au niveau de l'oropharynx qui est en contact avec l'air libre, avec la pression ici à l'intérieur de l'oreille moyenne. Il faut qu'il y ait une égalisation de pression entre les deux, et cette égalisation de pression s'effectue par la trompe d'Eustache. Alors, voici la configuration de la trompe d'Eustache avec un orifice tympanique et un orifice pharyngé. L'orifice tympanique, c'est 5 mm sur 2, alors que l'orifice pharyngé, c'est 8 mm sur 3. Il existe un nise qui est de 3 mm environ, et l'angle d'ouverture, il est environ de 160 degrés. Cependant, il faut noter que chez le nourrisson, cette trompe, elle est plutôt courte. Elle est courte et elle est horizontale par rapport à l'adulte, bien sûr. Alors ici, c'est pour montrer que cette horizontalisation de la trompe d'Eustache, alors que chez l'adulte, on voit qu'elle est bien inclinée et qu'elle est plus longue. Alors le corollaire clinique de cette horizontalisation de la trompe d'Eustache chez l'enfant, c'est l'otite moyenne aiguë, qui est plus fréquente chez l'enfant que chez l'adulte à cause de cette structure anatomique de la trompe d'Eustache. Alors, quand on évoque la trompe d'Eustache, on évoque aussi ce qu'on appelle le barotraumatisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le barotraumatisme? C'est une différence de gradient de pression des deux côtés de la membrane tympanique qui arrive quand le gradient de pression arrive d'une manière rapide. Surtout quand on amorce une ascension, comme on prend de l'altitude lors d'un vol d'avion. Et pour remédier à cette situation, généralement, on conseille de mâcher pour pouvoir égaliser la pression des deux côtés. Alors maintenant, on aborde la paroi postérieure. Alors, je rappelle cette structure cubique de l'oreille moyenne. Je rappelle aussi cette structure antérieure de l'oreille moyenne avec le canal pour le tenseur tympanique, le muscle tenseur, et au-dessous, juste au-dessous, c'est la trompe d'Eustache. Alors, sur le plan postérieur, il y a une sorte d'orifice qu'on appelle l'auditus tout entrome, c'est la pénétration de l'entrome. Alors, ça nous mène vers la mastoïde qui elle-même est connectée à des cellules remplies d'air. On aborde enfin la vascularisation de l'oreille moyenne. Alors, cette vascularisation de l'oreille moyenne, elle parvient à partir de deux systèmes. Un système postérieur à travers l'artère postérieure tympanique et un système antérieur à travers l'artère tympanique antérieure. Alors, l'artère tympanique postérieure, c'est une branche de l'artère stylomastoïdienne, qui elle-même est une branche de l'artère carotide externe. Alors que l'artère tympanique antérieure, c'est une branche de l'artère maxillaire. Alors, quelques corrélations cliniques pour l'oreille moyenne. Alors, ici, nous savons qu'au plafond, il existe le canal facial qui contient le nerf facial. Alors, toute lésion de cette partie peut entraîner la paralysie faciale. Alors, ce nerf facial, il se continue postérieurement et il donne cette branche pour le stébidus.
Et si cette branche est affectée, le réflexe du stébitus est lésé, le nerf facial donne aussi la corde tympanique, et cette corde tympanique, si elle est lésée, il y a une perte du goût des 2/3 de la langue, des 2/3 antérieurs de la langue. Sur le plan clinique aussi, une affection postérieure de l'antrome ici, de foxtérieur, elle peut se compliquer par des infections au niveau du cervelet et de la fosse crâniale postérieure. Alors, il existe un repère chirurgical important qu'on appelle le triangle. Le triangle de McEwen, c'est ce triangle rouge ici. Alors, ici, c'est la crête supramastoïdienne. Ici, c'est le bord, c'est le canal auditif externe. Donc, son bord, il va former ce petit triangle rouge qu'on identifie ici et qui permet l'abord de la partie mastoïdienne. Alors, cet abord, il est précis parce que il faut savoir que anatomiquement, le sinus sigmoïdaire est juste à côté, le nerf facial est aussi juste à côté, donc il faut l'aborder avec précision. Alors, ici, c'est la fosse crâniale moyenne. Voilà la crête mastoïdienne. Alors, cette crête mastoïdienne, elle est juxtaposée avec le bord externe du canal auditif qui contient le nerf facial. Alors, voici le triangle, ce triangle de McEwen, ou triangle mastoïde tout court, ou triangle supramiatus, tout ça c'est des synonymes. Et ici, c'est le sigmoïde, le sinus sigmoïdal auquel il faut faire attention pour ne pas le percer. Alors, la pénétration chez l'enfant, la profondeur est 3 mm, ça y est, on arrive à l'antrome. Alors que chez l'adulte, il faut creuser jusqu'à 15 mm pour arriver à la mastoïde. Je voudrais enfin terminer par cette petite note sur la face, sur la base de l'oreille moyenne, donc sur sa face inférieure, qui est juxtaposée avec le foramen jugulaire et la veine jugulaire, mais surtout pour rappeler qu'il existe 3 nerfs, le nerf glossopharyngien, le nerf pneumogastrique et le nerf accessoire. Alors, le nerf glossopharyngien, il a une branche qui pénètre la base de l'oreille tympanique, de l'oreille moyenne, pour donner le nerf tympanique. Merci d'avoir suivi cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous appuyer le bouton like et l'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Vos suggestions, comme toujours, sont les bienvenues. Merci.